cette énergie-là pour tellement d'autres choses. Pour aider la planète qui en a besoin, tu pourrais aider les réfugiés, tu pourrais même perdre ton temps et essayer de nous faire croire que la Finlande n'existe pas, si tu veux. Non, mais je veux dire, tout le monde rirait de toi. Théâtre Déchaîné, c'est une compagnie qui existe depuis 2019 officiellement. En réalité, on se spécialise en théâtre accessible. Donc, on réfléchit beaucoup à comment rendre le théâtre accessible pour les gens qui sont chez eux, que ce soit pour une question de santé mentale, santé physique, prendre soin de quelqu'un d'autre, géographique, âge. Aussi, comment on peut mettre des sous-titres, comment on peut assurer que ça soit pratique pour les gens non-voyants, qui ont différents types ou formes d'handicap. Et on travaille aussi là-dedans pour penser aux nouvelles scènes théâtrales. Donc, accessibilité veut dire comment quelqu'un chez eux puisse y avoir accès. Et donc, c'est toutes les nouvelles scènes théâtrales. On parle de scènes au téléphone, web, épistolaire, virtuel, tout ça. Comment on peut trouver ces nouvelles façons-là, faire de la création géniale pour que il y ait plus de monde qui ait accès au théâtre qui, habituellement, n'ont pas le privilège d'aller dans les théâtres traditionnels nécessairement. Vous traitez aussi des sujets un peu plus délicats, parce que je sais qu'il y a des pièces que vous avez parlé d'anxiété généralisée, il y a quelque chose qui s'en vient sur la douleur chronique, donc c'est quand même pas nécessairement des sujets faciles à aborder. Donc comment vous faites pour rejoindre cette clientèle-là? On réfléchit réellement beaucoup à comment on peut créer de l'empathie en société, en tant que citoyen, à des sujets qu'on parle réellement pas, anxiété généralisée, mais douleur chronique est un sujet qu'on parle très, très peu en société, donc, mais ça reste quand même 20% de la population qui vit avec ces réalités-là. Donc, en réalité, on rejoint les gens, on pense à des sujets, on pense aux meilleurs moyens de rejoindre ces gens-là, mais aussi grand public, on veut vraiment que ces œuvres-là peuvent faire de l'éducation, puissent toucher, puissent être accessibles. Une fois qu'on a trouvé notre sujet qui nous tient à cœur, on fait énormément de recherches et ensuite, on travaille sur des nouveaux médiums, que ce soit la scène mixte, donc c'est-à-dire à la fois qu'on présente sur scène et accessible à distance, que ce soit par de la web radio, ou des médiums spécifiques pour certains sujets, mettons, plus intimes, donc on irait avec le téléphone. Pour être dans 4 milliards d'années. Quand la galaxie d'Andromède va rentrer inévitablement en collision avec notre Voie lactée, là, si attirées une par l'autre qu'elles vont s'en détruire. Il y a tout le principe innovation. Le théâtre a tellement de belles possibilités d'innovation et qu'on doit mettre de l'avant. Dans cette optique-là, on veut vraiment être une force de changement pour repenser aux nouvelles scènes théâtrales, à l'accessibilité, à toutes ces belles choses-là qu'on peut changer et qu'on n'est pas obligé d'enlever le théâtre plus classique ou le théâtre sur scène. C'est juste une autre possibilité pour des gens dont le théâtre plus classique ne serait pas leur tasse de thé. Puis qui est impliqué dans le fond, dans la troupe ou dans l'équipe, les comédiennes qui sont impliquées? C'est des gens qui sont à la pige ou vous avez une troupe permanente? On n'a pas de troupe permanente à Théâtre Déchaîné. On va de projet en projet. Spécifiquement, on va travailler avec des interprètes, des créateurs, des créatrices pour un sujet. Donc, par exemple, le sujet qui s'en vient sur la douleur chronique, toutes nos interprètes vivent elles-mêmes de la douleur chronique ou sont des proches aidants. Les proches aidantes. On parle de même l'équipe de création en arrière. C'est vraiment tout l'équipe 100%, moi y compris. Dans d'autres projets, sur l'anxiété aussi, c'était des comédiennes qui vivaient elles-mêmes de l'anxiété qui font partie du processus. Dans tous nos projets, que ce soit impliqué de cette façon-là ou d'une autre, on cherche des gens qui peuvent avoir une connexion parce qu'on parle vraiment de réalité humaine de façon sincère, de façon authentique, de façon de recherche. Donc, on cherche des gens qui ont des attraits particuliers pour les sujets auxquels on traite ou qui, d'une façon ou d'une autre, ça les touche dans leur vie. C'est quoi ta plus grande fierté de ce beau projet-là, dans le fond, qui est en émergence? C'est sûr qu'en 2 ans, Théâtre Déchaîné a vraiment commence à être reconnu. On est vraiment, vraiment fiers. C'est beaucoup de travail, mais c'est génial. Mais simplement de pouvoir offrir du
théâtre de qualité à des gens qui autrement n'y auraient pas accès et de pouvoir faire de l'innovation autant dans les nouvelles scènes que dans le théâtre de participation éthique, dans le théâtre dramathérapie. Donc, l'idée de combiner toute cette notion d'aide et d'écoute au théâtre, je suis vraiment fière de pouvoir apporter des nouvelles pistes de réflexion au théâtre au Québec. Merci beaucoup, Marie, pour cette belle entrevue. Bonjour, Claire Cavana, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Écoutez, quand je suis allée voir sur le site, à ma grande surprise, j'ai vu que ça fait plus de 50 ans que la Société de musique contemporaine du Québec existe. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de l'histoire et puis comment ça a évolué dans le temps. Oui, alors la SMCQ a été fondée en 1966. À l'époque, il y avait une scène culturelle, évidemment. À Montréal, il y avait des orchestres, il y avait toutes sortes d'ensembles de musique, mais on jouait surtout de la musique classique du 19e siècle ou des siècles passés. Plus traditionnelle. Et des compositeurs surtout européens. Alors, il y avait des compositeurs ici qui commençaient à composer, à oser différentes techniques, à aller dans l'exploration, tout ça, mais on ne leur faisait pas beaucoup de place. Alors, il y a un groupe de compositeurs et une musicologue et Wilfrid Pelletier, qu'on connaît de nom, notamment à cause de la salle. Et d'autres personnes aussi qui se sont mis ensemble pour créer la Société de musique contemporaine du Québec. Donc, pour faire une société établie où il y aurait chaque année une saison de concerts avec la musique des compositeurs d'ici. Puis, c'est qui votre public cible? Je dirais tout le monde. Ah, tout le monde! Oui, la musique contemporaine... C'est quand même niché comme musique. Mais on pense qu'il n'y a pas une seule musique contemporaine. Hein. Je pense que ça, c'est une... C'est ça qu'il faut peut-être démystifier un peu. peu. Chaque compositeur a son univers. On pense parfois que la musique contemporaine, c'est très cérébral, très sérieux. Pas du tout. Si on peut avoir toutes sortes de choses dans nos concerts, vraiment. Donc, j'aimerais ça vous parler un petit peu des différents volets de ce qui est présenté finalement à la Société. Alors, chaque année, il y a une série de concerts. Okay. Donc, ça, c'est constant. Il y a aussi des activités pour les jeunes. Donc, on fait des spectacles. Vraiment, on demande aux compositeurs de composer pour les enfants. De la très, très belle musique, mais on est très présent dans les écoles aussi. On travaille avec les enseignants. Ça fait plus de 10 ans qu'on envoie des bandes dessinées dans les écoles. Okay, c'est ça, je vois que vous avez un exemple ici, dans le fond, la bande dessinée. Ça, c'est dans le cadre des séries hommages. À chaque 2 ans, on choisit un compositeur ou une compositrice, puis on invite tout le monde à jouer sa musique. Donc, c'est vraiment pour que les gens aient l'occasion d'entendre la musique d'un compositeur pendant toute l'année. Et donc, il y a une quarantaine de concerts pendant l'année. Et pour les enfants, on fait une bande dessinée pour qu'ils sachent, comme par exemple Mon grand rêve de Katia McDissy-Warren, ici. Donc, c'était la dernière série hommage. Et donc, c'est pour qu'ils sachent qu'il y a des compositeurs encore aujourd'hui qui sont vivants et puis on n'a pas besoin d'être décédé il y a 500 ans pour être compositeur. C'est ça, parce que c'est souvent ça qui arrive. Les jeunes, pour eux autres, c'est accessible, que ce soit en bande dessinée. Oui, alors ça raconte la vie. Katia est née à Québec, elle a voyagé, il y a toute une histoire. Et c'est pour montrer aussi que les compositeurs, ils s'inspirent de notre vie d'aujourd'hui pour composer leur musique, finalement. Dans le fond, c'est vraiment très actuel, c'est contemporain. Très intéressant. J'ai vu que vous aviez un nouveau projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, l'an dernier, on a lancé un nouveau balado, SMCQ l'Histoire, donc pour retracer toute cette histoire depuis 1966. Et ça a été l'occasion aussi de fouiller dans les archives musicales, qui étaient sur différents supports. On a fait tout un travail de numérisation de tous ces concerts pour faire entendre donc de la musique de différentes époques et aussi de parler de tous ces gens qui ont travaillé pour faire connaître les compositeurs et la musique d'ici. Et là, ce que je comprends, vous avez des spectacles à venir très bientôt, là, qui sont prévus, des concerts qui sont prévus. Donc, évidemment, avec la pandémie, j'imagine qu'il y a des choses qui vont être présentées plus en format web ou... Oui, normalement, cette année, on serait en série hommage. Mais, cette année, vous avez... OK. Mais étant donné le contexte, on a décidé de faire une série de concerts portraits. Donc, 8 concerts cette année. Et merci beaucoup, Claire, de nous avoir partagé, nous avoir fait découvrir, dans le fond, la Société de musique contemporaine du Québec. Ça me fait très plaisir. Merci. Marjorie va nous présenter 2 artistes qui ont créé une murale. Allons avec elle découvrir nos ancêtres et les oiseaux.
Bonjour Christina, ça me fait plaisir de te rencontrer. Oui. Écoute, tu es vraiment une artiste qui a multiples talents, plusieurs facettes, que ce soit chorégraphe, productrice, actrice, danseuse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Ça fait quand même un bon moment là, que tu es dans le milieu. Oui, ben j'ai découvert la danse super jeune. Là, je pense que j'ai toujours aimé danser, mais j'ai commencé à le faire plus sérieusement au secondaire. Je me suis jointe à une troupe là, de parascolaire. Puis c'est à cette école secondaire-là, je suis allée au Collège Notre-Dame, que j'ai découvert le hip-hop et toutes les autres street dance. Je suis tombée en amour, ça me parlait, ça venait me chercher vraiment profondément. Après, j'ai continué ma formation dans différentes écoles à Montréal. J'ai voyagé beaucoup. À partir de l'année 2012, j'ai voyagé beaucoup. Je suis tombée en amour avec le walking, qui est en ce moment mon style que je pratique vraiment plus spécifiquement. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'il y a peu de reportages, il y a peu de choses qu'on entend parler de cette danse-là, qui est de plus en plus populaire, ce que je comprends. Oui. Ben, c'est une danse qui est née dans les années 70. Quand même, ça fait longtemps. Ça fait quand même longtemps. Mais il y a eu une renaissance dans les années 2000. En fait, c'est ça. C'est une danse qui est née dans les clubs sur la côte ouest américaine, donc dans les environs de LA, dans les communautés queer, latino et afro-américaines. J'ai l'impression que ça va comme un peu au-delà de la danse. C'est très théâtral. C'est un peu différent parce qu'on voit souvent la danse traditionnelle ou plus contemporaine. Est-ce que je me trompe que c'est un peu ça? Oui, c'est pas. En fait, c'est ça. L'essence de la danse. Ces communautés-là, c'est des communautés marginalisées qui avaient besoin de s'exprimer puis d'exprimer leur identité. Fait que la danse est super enracinée dans l'expression de soi. Chacun a sa personnalité puis l'exprime comme super exponentielle. Puis aussi, c'est inspiré des films des années 70, 60, 50, avec des stars de cinéma qui étaient super extravagantes, dans les poses, puis dans l'extravagance. Très théâtral. Très théâtral. Très théâtral. Vu que c'est inspiré de ça, puis le disco aussi, c'est tellement une musique qui a tellement de layers, de couches, qui a tellement de... le disco en tant que tel est super dramatique. Il y a des grosses sections de horns, de trompettes, c'est tellement riche. Puis je pense que ça aussi a influencé comment la danse est devenue, c'est ça, super extravagante. Et c'est ça, on est des drama queens puis des drama kings. Oui, c'est ça. Mais il y a vraiment une communauté à Montréal? Oui, quand même une bonne communauté. Il y a 2 grandes troupes. Il y a iHow, qui sont nos professeurs à nous, puis qui ont enseigné à plusieurs élèves à Montréal. On doit être une 30aine de danseurs quand même. OK. Qui pratiquent le walking. Puis au Canada aussi, Toronto, Vancouver ont des bonnes communautés quand même. Puis à l'international, en Asie, puis en Europe, ça éclate là, en ce moment. C'est vraiment, vraiment beau à voir. OK. Là, je sais qu'il y a un spectacle qui s'en vient en mars, Conjuguer crise et empathie. Peux-tu nous parler un petit peu de ton spectacle, puis peut-être un peu du processus créatif, étant donné qu'il y a un aspect théâtral en arrière du spectacle? Oui. Ce spectacle-là est né d'une recherche qui, à la base, je voulais juste chercher c'était quoi l'empathie. Fait que j'ai appelé mes amis qui sont mes interprètes, donc Jessica Gauthier, Héloïse Caza, Alex Lebel-Faye et Taylor Young. Je les ai appelés en janvier dernier 2021. On était dans le pic de la crise, selon moi. C'était le premier gros confinement. On ne pouvait pas sortir de chez nous. Moi, j'habitais seule à ce moment-là. Puis j'avais besoin de connecter. Puis de connecter à travers... c'était les réseaux sociaux, c'était les téléphones, les textes. Puis je me suis dit, comment je peux reconnecter avec ma danse? Puis connecter cette recherche d'empathie et de connexion, mais à travers ces plateformes, ces nouvelles façons de communiquer. Fait qu'on a fait ce processus de recherche-là, on a trouvé des choses super incroyables. Fait que là, on est dans cette exploration de conjuguer les deux dans le corps, plus que dans ma tête puis dans mes concepts. Puis c'est ça, en mars prochain, devant un public. Enfin, un public, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment génial. Ouais. Écoute, Christina, ce serait quoi ton plus grand rêve? Étant donné que, il y a eu une évolution qui se passe avec ce type de danse, mais toi, qu'est-ce que tu souhaiterais? Parallèlement à ma carrière de danse, je veux pouvoir créer des événements, je veux pouvoir créer des espaces pour que les gens découvrent le walking, puis ce sentiment de liberté et de bien-être que le walking peut amener.
Je pense que c'est accessible, c'est super accessible comme style de danse. Puis le disco, moindrement que tu aimes le disco, tu vas triper sur le walking. Il faut adhérer à la philosophie, dans le fond, pour... Oui, ben, c'est ça. Je pense que je veux montrer aux gens que cette danse-là est super accessible. Puis je veux, c'est ça, propager mon amour pour cette danse-là. Autant en créant des événements qu'en continuant à danser puis à échanger avec des gens. Super, très inspirant, Christina. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé ta passion avec nous. Oui, très intéressant. merci. Bonjour Anne, ça me fait plaisir de te rencontrer. Merci de nous recevoir. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où on est en ce moment? Ici, présentement, on est dans le studio A et on est dans le décor de Marie-Claude Barrette. Son nouveau show, Marie-Claude. Oui. C'est son nouveau décor qu'elle a eu, qu'on lui a fait cette année, que je lui ai conçu cette année pour septembre quand on est rentré en Londres. C'est son décor qui est en cours de montage et il reste encore un peu d'éclairage installé, puis les murs ne sont pas exactement à leur place. Mais ça donne une bonne idée de... Tout ça, c'est mobile. Tout ça, c'est mobile parce que nous, on partage le studio avec une autre production. Donc, c'est monté en soirée, c'est monté le matin, le mardi, pour le tournage du vendredi. Et le vendredi soir, c'est démonté pour une autre production. C'est vraiment... ils partagent le studio en deux. Puis, quel est ton rôle à toi? Qu'est-ce que... Moi, mon rôle à TVA, je suis chef décorateur. C'est-à-dire... je conçois des décors, je m'occupe de faire certaines choses, des budgets, ces choses-là pour des émissions, des plans de construction, des suivis d'ateliers, ces choses-là. C'est vraiment mon rôle à télé, c'est ça. Fait que ça part vraiment de la conception. Je rencontre les producteurs, réalisateurs pour le premier pitch, si on veut, pour une nouvelle émission. Ils me racontent un peu comment ils voient ça, qu'est-ce qu'ils veulent, ces choses-là, le concept de l'émission. Ensuite de ça, je pars, je leur envoie quelques esquisses, quelques idées que j'ai. Je vais chercher des images un peu sur Internet pour l'ambiance, ces choses-là. Puis ensuite de ça, s'ils sont d'accord, là, on part à la conception vraiment. On part à une conception en 3 dimensions. Une fois que ça, c'est fait puis que c'est approuvé, oui, c'est ce concept-là qu'on veut, là, on part en plan de construction. On fait tous nos plans de construction pour, après ça, faire construire dans des ateliers de décor. Mais avant tout, avant la période construction, il faut faire un estimé. Fait que les ateliers de décor, moi aussi, j'en fais. On fait l'estimé de combien va coûter le décor. Puis c'est souvent ça qui dit, bon, bien là, finalement, il faut couper. OK, parce que là, on dépasse le budget. Parce qu'on dépasse le budget, ces choses-là, parce que les gens ont vraiment des attentes. Puis malheureusement, avec la COVID, les prix des matériaux, autant pour la construction que pour nous, on y goûte aussi. Là. Tout le monde y goûte à l'augmentation des prix des matériaux. Exactement, ça a un impact. Exactement. Les délais de livraison aussi, on a des problèmes de délais de livraison aussi. Peux-tu nous parler un petit peu des différents corps de métier qui travaillent sur les, sur les décors? Bien, c'est sûr qu'on a les menuisiers qui font la construction pure et dure du décor. On a des peintres scéniques qui vont faire les patines, les textures, qui vont faire vraiment l'imitation béton. On va voir des échantillons en bas tantôt, les imitations béton, les imitations de bois. C'est sûr que, bon, il y a, comme dans ce cas-ci, on a des stratifiés, des vrais stratifiés, ces choses-là, mais des fois, c'est vraiment des émissions. Le béton, c'est dur d'avoir. Il existe des flaps de béton, mais nous, on privilégie tout le temps d'avoir des décors qui sont légers parce que, au niveau du montage-démontage, c'est quand même des humains, des gars qui lèvent les décors, ces choses-là pour les installer. Donc, on va privilégier la patine. Donc, c'est ça. Il y a des menuisiers, il y a des peintres. Dans certains cas, tu vas avoir des soudeurs. Il y a des électriciens qui peuvent rentrer en ligne de compte parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les décors, surtout en dramatique, soient le plus réalistes possible. Donc, il faut que tes switches fassent comme s'ils ouvraient vraiment la lumière, la foncesse. Fait que, tu sais, on a vraiment... en gros, ça ressemble pas mal à ça. Oui. Anne, tu nous as réservé une petite surprise. Je sais que ça va nous faire visiter l'atelier en bas avec les accessoires. Ça, c'est un peu ce que je comprends, la caverne d'Ali Baba. Donc, effectivement. Ça va être intéressant de voir un peu effectivement. La quantité d'accessoires phénoménale qu'il y a là depuis toutes les années. Oh oui, mon Dieu, très hâte de voir ça. Fait que, regarde, bientôt, je vais te montrer, on a quelques petits trésors dans la place. Donc, quelque chose qui va sûrement rappeler des affaires à... des bons souvenirs, exactement. Le super trophée des satellites Popette. Ben voyons donc. C'est quand même assez pesant. Si tu le prends pour les enfants, là, ça devait être quand même assez lourd. C'est lourd, oui, pour les petits-enfants. Oui. Des souvenirs, ça. Oui. Je m'en rappelle très bien, mes enfants aussi qui regardaient ça. C'est pas vieille. C'est pas vieille. Mais c'est incroyable, toutes ces choses qu'il y a ici. Ah, c'est débile. C'est complètement débile. Puis TVA garde ça parce que, bon, ça peut servir ailleurs ou quoi que ce soit. Parce qu'on ne sait jamais dans des thématiques d'émissions comme ça finit bien la semaine. On va dire, hey, regarde, on s'en va dans les années 50 ou 40, whatever, puis bon, on a besoin d'accessoires, bien, on les a.
faut avoir des accessoires. C'est un Exactement. inventaire de... Toutes les sets de vaisselle sont ici. Ici, on a des pièces vintage de chambre en ville. Ça, c'était chez Pete et Lola dans le temps, il y a très, très, très longtemps. OK. Puis on en a un autre qui est ici aussi, qui servait, je me rappelle plus à quel personnage, mais ça aussi, ça servait à chambre en ville. OK. Merci beaucoup, Anne, de nous avoir fait découvrir ton univers. On sait que tout ce qui se passe en arrière de la scène, c'est toujours un peu intriguant. Alors, merci de la belle visite. Ça a été très apprécié. Super, ça me fait plaisir. Merci.